Alors, la principale idée fausse qui m'irrite sur l'énergie, c'est l'idée que nous serions rentrés dans une troisième ou une quatrième révolution industrielle. Chose qu'on voit de plus en plus, où finalement l'évolution des énergies renouvelables, des technologies de stockage de l'énergie et de l'électricité, amènerait le monde dans une nouvelle phase de son développement industriel. Or, et malheureusement j'ai envie de dire, rien n'est plus faux. Nous sommes toujours, et à mon sens pour longtemps, dans la seconde révolution industrielle. Une révolution industrielle, c'est avant tout une révolution énergétique. La première révolution industrielle, c'est le passage de la traction animale à la force de la vapeur générée par le charbon. La deuxième révolution industrielle, c'est le passage du charbon au pétrole. Or le pétrole, qu'on l'utilise ou non comme un objet énergétique, pour créer de l'essence, du kérosène, du mazout, du fioul, etc., demeure extrêmement prégnant dans nos vies. Le pétrole, c'est l'ensemble des composites, des matières plastiques, de la pétrochimie, en fait, qui irrigue l'ensemble de nos sociétés et l'ensemble de nos vies. Donc considérer qu'on serait en train de rentrer finalement dans un nouveau système économico-politique, une nouvelle révolution industrielle, finalement c'est faux, ce serait mettre la charrue avant les bœufs. Malheureusement, les ressources en hydrocarbures restent prégnantes et restent le cœur de l'économie mondiale, qui finalement est très corrélée au cours du pétrole, et vont le rester pour encore un certain temps. Qu'il n'y a pas de bon mix énergétique, de mix énergétique pur et parfait, qu'il n'y a pas une solution, il y a des solutions qui sont adaptées à chaque fois à une problématique territoriale, à une région, à un pays, qu'on ne peut pas arriver avec une espèce de vision top-down en s'imaginant que on va tout remplacer du jour au lendemain, que les renouvelables sont bons pour tout et qu'ils sont capables de remplacer 100% ou même moins de 100%. Évidemment, là on pense à la loi sur la transition énergétique française, où on peut s'imaginer que les renouvelables d'ici 2050 remplaceraient 25, 30, 40% de notre production électrique. Nous n'en sommes absolument pas là. La problématique étant qu'on doit équilibrer un mix énergétique. Il faut une énergie base, qui pour l'instant ne peut être qu'un fossile, alors principalement ça va être soit le gaz, soit le nucléaire, si on exclut le charbon pour des raisons évidentes de lutte contre le changement climatique, et au-dessus de cette énergie base, au-dessus de cette production pour alimenter une population et une économie, là on peut rajouter des renouvelables, mais une fois de plus, au cas par cas, tout dépend. Certains territoires sont adaptés à l'éolien, en mer ou terrestre, certains territoires sont adaptés au solaire, certains territoires sont adaptés à la géothermie, et tout ça encouragé, encadré par de la rénovation de réseau, par des politiques dites d'efficacité énergétique globale, c'est ça qui fait un mix énergétique vertueux. Mais une fois de plus, il n'y a pas de solution unique, ni à l'ensemble de la planète, ni à l'ensemble de l'Union européenne. Il y a finalement beaucoup de sujets à suivre sur les questions énergétiques. Le premier d'entre eux est un sujet très géopolitique, c'est que va-t-il se passer en termes de conflictualité, en termes de relations internationales, de relations diplomatiques avec un certain nombre de pays producteurs de pétrole. Que va-t-il se passer au niveau de l'évolution des conflits actuels dans la péninsule arabique, par exemple? La question du Yémen, qui est toujours ouverte, a mécaniquement une transmission sur les cours du pétrole, eu égard à l'implication de la quasi-totalité des pays de la région. De la même manière, que se passe-t-il par rapport à l'Iran? On parle d'une remise en cause des accords P5+1 sur le nucléaire iranien. Évidemment, une telle remise en cause des accords pourrait amener à nouveau à une flambée des cours du pétrole. Également, les questions par rapport à la Corée du Nord, même si la Corée du Nord n'est pas directement un pays producteur de pétrole, il est bien évident que, eu égard au volume de consommation énergétique de la Chine, de la Corée du Sud et du Japon, des problématiques militaires ou des problématiques, on va dire, géopolitiques au sens plus large dans cette région-là auraient une traduction immédiate sur les cours du pétrole. L'autre sujet à suivre, évidemment, alors qui est un sujet de plus long terme, c'est le développement technologique d'un certain nombre, justement, de domaines technologiques. L'énergie, c'est une problématique qui ne peut s'appréhender ni exclusivement du côté économique, ni exclusivement du côté politique. C'est obligatoirement le croisement entre les deux. Et à l'intérieur, finalement, de ce croisement économico-politique, la technologie joue un rôle prégnant. Ce qu'il faut regarder en ce moment, c'est quels vont être les grands développements, les grandes maturités technologiques sur les questions, globalement, qu'on appelle d'efficacité énergétique. En Europe, principalement, ça va se concentrer sur la rénovation des réseaux électriques, sur les questions de stockage de l'électricité, sur les questions de réseaux électriques intelligents. Qui va réussir, non pas forcément à développer la technologie la plus importante, mais qui va réussir à poser ces normes. Le premier qui va être capable de poser ces normes en termes de réseaux électriques intelligents, par exemple,
au sein de l'espace de l'Union européenne, risque d'emporter toute la partie avec lui. Or, il est bien évident, quand on regarde l'évolution des secteurs électriques, justement de l'Union, que l'acteur qui risque d'emporter le morceau, justement, ne sera pas européen, mais a de grandes chances d'être chinois. C'est l'une des entreprises les plus puissantes de la planète, l'une des entreprises les moins connues de la planète, qui s'appelle State Grid of China, qui serait un peu l'équivalent de EDF, RTE chinois. Alors, ce State Grid of China est le principal exploitant de réseaux électriques en Chine. Donc c'est une entreprise publique, évidemment, 100% de capitaux d'État chinois, et qui, justement, grâce au développement économique de la Chine, grâce aux besoins d'électrification croissants des territoires chinois, a réussi à se déployer sur l'ensemble du territoire chinois, à absorber ses petits concurrents sur le territoire de la Chine, à amasser un véritable trésor de guerre de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards de dollars, et à partir de là, multiplie depuis quelque temps les rachats d'actifs dans les secteurs de gestion de réseau ou de distribution électrique sur le territoire de l'Union européenne. Finalement, là où l'Union européenne, qui a libéralisé en 2003 le secteur de la distribution électrique, a voulu justement augmenter la concurrence, a voulu donner la prime à l'efficacité par rapport aux consommateurs, cette politique est en train de se retourner contre l'Union européenne, puisque c'est finalement State Grid qui, au travers de son alliance et au travers de ses multiples rachats, est en train, au fur et à mesure, de prendre le contrôle d'un certain nombre de secteurs de distribution.